Pendant des décennies, Mars a été présenté comme la prochaine étape évidente pour l'humanité. Une nouvelle frontière, un nouveau monde, presque une seconde Terre, juste un peu plus froide, un peu plus rouge et un peu plus loin. Aujourd'hui encore, des fusées gigantesques sont en construction avec un objectif clair, envoyer des humains sur Mars. Le projet Starship de SpaceX a été conçu presque entièrement autour de cette idée. Une fusée capable d'emporter plus de 100 personnes à la fois, de se ravitailler dans l'espace, puis de traverser des dizaines de millions de kilomètres pour atteindre la planète rouge. Sur le papier, tout semble enfin possible, mais plus les ingénieurs, les médecins et les scientifiques étudient sérieusement la question, plus une conclusion inattendue apparaît. Le vrai défi n'est pas d'aller sur Mars, le vrai défi, c'est d'y rester. Car envoyer quelques astronautes pendant une mission scientifique est une chose, construire une colonie humaine autonome en est une autre. Et entre ces deux idées, il existe un écart immense. Un écart que la technologie seule ne suffit pas à combler. Pour comprendre pourquoi, il faut d'abord parler d'un détail souvent oublié lorsqu'on évoque Mars. Mars n'est pas proche. Même au moment où la Terre et Mars sont les plus alignés, la distance minimale dépasse environ 55 millions de kilomètres. Et la plupart du temps, elles sont bien plus éloignées. Cela signifie quelque chose de très simple. Une mission sur Mars ne fonctionne pas comme un aller-retour vers la Lune. Si un problème survient, aucun secours rapide n'est possible. Une fois partis, les astronautes sont seuls. Mais la difficulté ne s'arrête pas au voyage, elle commence vraiment une fois arrivés. Sur Terre, nous vivons protégés par une combinaison presque parfaite de conditions physiques. Une atmosphère dense, un champ magnétique global, une gravité stable et une température relativement modérée. Ces éléments semblent normaux parce qu'on y est habitué, pourtant ils sont essentiels à notre survie à long terme. Mars, elle, possède presque rien. Son atmosphère est extrêmement fine, environ 100 fois moins dense que celle sur Terre. La pression au sol est si faible que l'eau liquide ne peut pas exister durablement en surface. Sans combinaison pressurisée, le corps humain ne manquerait pas seulement d'oxygène, les fluides commenceraient littéralement à bouillir. À cela s'ajoute un autre problème majeur, Mars ne possède presque plus de champ magnétique. Il a disparu il y a de ça des milliards d'années, laissant la planète exposée directement aux vents solaires et au rayonnement cosmique. Pendant un voyage vers Mars, un astronaute recevrait déjà une dose importante de radiation. Mais à la surface, l'exposition continuerait en permanence. Le niveau cumulé dépasserait largement les limites considérées comme sûres pour le corps humain. Autrement dit, vivre sur Mars impliquerait de passer la majorité du temps sous terre ou derrière d'épaisses couches de protection. Pas exactement l'image d'une nouvelle civilisation à ciel ouvert. Et pourtant, malgré ces contraintes, beaucoup imaginent encore des villes martiennes, des dômes transparents ou des paysages transformés progressivement pour devenir habitables. Le problème, c'est que transformer Mars, c'est ce que l'on appelle la terraformation, demanderait une énergie presque inimaginable. Pour épaissir son atmosphère, il faudrait libérer des quantités gigantesques de gaz à effet de serre. Certaines études ont montré que même en exploitant toutes les réserves connues de dioxyde de carbone présentes sur la planète Terre, la pression atmosphérique resterait très insuffisante pour permettre la respiration humaine. Mars est tout simplement trop petite, sa gravité représente seulement 38% de celle de la Terre. Cette faible gravité signifie que les gaz atmosphériques s'échappent lentement dans l'espace depuis des milliards d'années. Même si l'on parvenait à créer artificiellement une atmosphère plus dense, rien ne garantirait qu'elle resterait stable sur le long terme. La planète a déjà perdu la sienne une fois, et la physique indique qu'elle pourrait continuer à la perdre. Mais il existe un obstacle encore plus discret, et peut-être plus important, la logistique. Une colonie humaine ne peut survivre que si elle produit localement presque tout ce dont elle a besoin. Nourriture, énergie, pièces mécaniques, matériaux de construction, tout doit être fabriqué sur place. Sinon, chaque objet doit être envoyé depuis la Terre, et envoyer 1 kilogramme vers Mars coûte une quantité d'énergie colossale. Même avec une fusée entièrement réutilisable, les fenêtres de lancement vers Mars n'apparaîtraient que tous les 26 mois. Si un équipement essentiel tombe en panne juste après la fenêtre de tir, il faudrait attendre plus de 2 ans pour recevoir un remplacement. Imagine une ville entière dépendante d'un ravitaillement aussi rare. Ce simple facteur change complètement la définition du mot colonie. Une base scientifique peut fonctionner avec un soutien constant depuis la Terre. Une véritable civilisation, elle, doit être autonome. Et aujourd'hui, aucune technologie ne permet encore cette autonomie sur Mars. C'est précisément pour cette raison que ces dernières années, un changement subtil mais important est apparu dans la stratégie spatiale. Alors que Mars était longtemps présenté comme la destination principale, de plus en plus d'acteurs du secteur spatial parlent désormais d'un autre objectif, la Lune. Non pas comme une alternative moins ambitieuse, mais comme une étape indispensable. Et la différence est immense. La Lune se trouve seulement à 3 jours de voyage. Les communications sont quasi instantanées. Les missions peuvent partir régulièrement. Et surtout, un équipage peut être rapatrié rapidement en cas d'urgence. Pour les ingénieurs, ça change tout. Chaque problème peut être testé, corrigé et amélioré rapidement. Une base lunaire devient un laboratoire grandeur nature pour apprendre à vivre en dehors de la Terre. Mars
elle, ne pardonne aucune erreur. Et plus les agences spatiales avancent sur leurs projets concrets, plus cette réalité devient évidente. Avant d'imaginer une colonie martienne, il faudra apprendre à survivre durablement ailleurs. Peut-être que la technologie nous permettra d'atteindre Mars, mais atteindre une planète ne signifie pas forcément pouvoir y vivre. Lorsqu'on parle de coloniser Mars, on imagine souvent un problème d'ingénierie, une fusée plus puissante, de meilleurs habitats, des combinaisons plus avancées, comme si la difficulté principale consistait simplement à améliorer la technologie étape par étape. Mais en réalité, les obstacles les plus sérieux ne sont pas techniques, ils sont biologiques. Le corps humain évolue pendant des millions d'années, dans un environnement extrêmement précis, une gravité constante, une atmosphère protectrice et un cycle naturel jour-nuit. Chaque organe, chaque cellule, chaque mécanisme physiologique dépend de ces conditions. Or, sur Mars, presque aucun de ces paramètres n'existe. Commençons par la gravité. Mars possède seulement 38% de la gravité terrestre. Cela peut sembler suffisant pour marcher normalement, et à court terme, ce sera le cas, mais le problème apparaît dans la durée, même en orbite terrestre, où les astronautes vivent en apesanteur seulement quelques mois. On observe déjà une perte importante de masse musculaire et de densité osseuse. Le squelette se fragilise, le système cardiovasculaire change, et la vision peut être affectée par des modifications de la pression interne du corps. Sur Mars, la gravité n'est pas nulle, mais elle pourrait être insuffisante pour maintenir un organisme humain en bonne santé sur plusieurs années. Mais aujourd'hui, personne ne sait réellement ce qui se passerait après 10 ans ou une génération entière. Un enfant né sur Mars grandira-t-il normalement? Ses os pourraient-ils supporter la gravité terrestre s'il revenait un jour? Nous n'avons encore aucune réponse à tout ça. Ensuite vient le problème de la radiation, souvent sous-estimé. Sur Terre, le champ magnétique agit comme un bouclier invisible qui dévie une grande partie des particules énergétiques venant du Soleil. Mars, elle, a perdu cette protection il y a des milliards d'années, lorsque son noyau interne s'est refroidi. Et le résultat? La surface martienne reçoit continuellement des rayonnements cosmiques. Les mesures réalisées par le rover Curiosity montrent qu'un humain exposé en permanence accumulerait une dose de radiation, dépassant rapidement les limites acceptables pour une carrière entière d'astronaute. À long terme, cela augmente fortement le risque de cancer, de dommages neurologiques et de mutations cellulaires. La solution la plus réaliste serait donc de vivre sous plusieurs mètres de roches ou de régolithes martiennes. En pratique, une colonie humaine ressemblerait davantage à une base souterraine qu'à une ville ouverte. Ce simple détail change complètement l'image populaire de la colonisation. Il ne s'agirait pas de marcher librement à la surface, mais de survivre dans un environnement fermé, isolé et artificiel en permanence. Et c'est ici qu'apparaît un autre défi rarement évoqué, la psychologie. Les astronautes de la Station Spatiale Internationale restent en mission environ 6 mois, malgré une communication constante avec la Terre, un environnement contrôlé et des années de préparation. L'isolement reste l'un des facteurs les plus difficiles à gérer. Sur Mars, le délai de communication peut atteindre 20 minutes dans chaque direction. Une conversation en temps réel devient impossible. Chaque message ressemble davantage à un échange de courriel qu'à un dialogue. En cas d'urgence psychologique ou médicale, aucun retour rapide n'existe. Une colonie martienne fonctionnerait donc dans une autonomie totale, loin de toute interaction humaine directe avec la Terre. Même si on imaginait résoudre ses problèmes biologiques et physiques, il resterait un obstacle encore plus fondamental. Une colonie ne peut pas survivre si elle produit plus de ressources qu'elle n'en consomme, et si elle possède une raison économique d'exister. Sur Terre, les villes se développent parce qu'elles échangent des biens, des services et de l'énergie. Mars, elle, serait incroyablement isolée. Exporter quoi que ce soit vers la Terre demanderait une énergie immense et des mois de transport. Aucun matériau martien connu n'est suffisamment rare pour justifier un tel coût. Cela signifie que les colonies dépendraient presque entièrement de financement terrestre pendant très longtemps. Autrement dit, elles fonctionneraient comme une station scientifique géante, pas comme une civilisation indépendante. C'est précisément pour cette raison que, dans les discussions récentes autour de projets spatiaux, la Lune revient progressivement au centre des priorités. La Lune permet d'apprendre progressivement. Extraction de ressources locales, production d'oxygène à partir du sol lunaire, fabrication de carburant spatial. Construction automatisée, chaque étape peut être testée, corrigée et améliorée rapidement grâce à la proximité de la Terre. Mars impose la version la plus difficile du problème. C'est un peu comme essayer de construire une ville permanente en Antarctique, sans avoir jamais testé auparavant une base polaire. Même SpaceX, dont l'objectif affiché reste Mars, développe aujourd'hui des technologies qui serviront d'abord dans l'environnement lunaire. Les agences spatiales suivent une logique similaire, apprendre près de chez nous, avant de tenter le voyage le plus complexe jamais entrepris. Et cela révèle quelque chose d'important. Le rêve martien n'est pas abandonné, mais il change progressivement de nature. Mars n'est peut-être plus considéré comme une destination imminente, mais comme un objectif extrêmement lointain, dépendant de découvertes scientifiques encore inconnues, car plus nous comprenons les contraintes réelles, plus une idée devient claire.
Le défi de Mars n'est pas seulement technologique, il est profondément lié aux limites biologiques et physiques de l'humain lui-même. Et cela pose une question fascinante. Et si la véritable solution pour vivre sur Mars n'était pas de transformer la planète, mais de transformer l'humain? Depuis plus d'un demi-siècle, Mars incarne une idée puissante, celle d'un nouveau départ pour l'humanité. Une planète voisine, un monde que l'on pourrait atteindre, explorer puis habiter. Une extension naturelle de notre histoire, après les océans, les continents et l'espace proche. Il est très probable que des humains marcheront un jour sur Mars. Les progrès réalisés dans les lanceurs réutilisables, les systèmes de navigation et les technologies de survie rendent ce scénario de plus en plus crédible. Mais marcher sur une planète et y construire une civilisation durable sont deux choses totalement différentes. Lorsqu'on rassemble tous ces éléments, la distance, la radiation, la faible gravité, la dépendance logistique et la contrainte biologique, une conclusion commence à émerger. Mars n'est pas simplement une version plus difficile de la Terre. C'est un environnement incompatible avec la vie humaine telle qu'on la connaît aujourd'hui. Chaque solution imaginée implique une compréhension permanente, habitat pressurisé, protection contre les radiations, agriculture artificielle, recyclage total de l'air et de l'eau. Rien ne fonctionne naturellement. Tout cela doit être maintenu activement, sans interruption. Une colonie martienne ne serait donc pas une nouvelle planète habitée au sens classique. Elle ressemblerait davantage à une planète géante, conçue pour maintenir quelques humains en vie, dans un environnement hostile. Et cette différence change profondément la manière dont on doit envisager l'avenir spatial. Car l'histoire de l'exploration humaine montre une constante. Les civilisations durables s'installent dans des environnements capables de soutenir la vie presque naturellement. Mars pourrait suivre la même logique. Au lieu d'exploration scientifique extraordinaire, un laboratoire pourrait comprendre l'évolution des planètes, peut-être même une présence permanente, mais limitée. Et paradoxalement, cette conclusion ne rend pas Mars moins fascinante, elle la rend peut-être plus importante encore. Car en étudiant pourquoi Mars est devenu inhabitable, pourquoi elle a perdu son atmosphère, son champ magnétique et une grande partie de son eau, nous comprenons mieux ce qui rend la Terre exceptionnellement stable. Pour bien comprendre tout ça, vous pouvez aller voir ma vidéo sur Mars qui est sortie il y a quelques mois de cela, je vous mets le lien en description. Mars agit comme un rappel silencieux que l'habitabilité d'un monde est fragile et qu'elle dépend d'un équilibre cosmique extrêmement rare. Peut-être que le véritable rôle de Mars n'est pas d'accueillir l'humanité, mais de nous apprendre pourquoi notre planète actuelle est si précieuse. Et il est possible que la plus grande découverte liée à Mars ne soit pas une ville martienne, ni une colonie humaine, mais une prise de conscience. L'univers est rempli de mondes, mais les mondes réellement habitables pourraient être infiniment plus rares que nous l'imaginons. Mars restera sans doute une destination, un défi scientifique majeur, un rêve d'exploration, mais une civilisation humaine capable d'y vivre librement, durablement et indépendamment pourrait bien rester, pour très longtemps encore, une idée plus proche de la science-fiction que de la réalité. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce nouveau sujet un peu plus poussé sur Mars vous a plu, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau mystère de l'univers.